Bonjour à tous et bienvenue dans le sixième round. On va parler ici un récap à chaud de l'UFC 287. Je suis accompagné de John et Brian et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je pense que je vais poser ma première question vers la personne qui est le plus dans l'émotion parmi nous. John, comment as-tu vécu le main event? Wow, c'est fou, c'était vraiment fou. En fait, un petit peu frustré la vérité, parce que j'ai l'impression que Pereira a descendu sa garde. Enfin, s'est senti beaucoup plus à l'aise dans ces derniers moments qui lui rappelaient le combat d'avant. Et d'ailleurs, Izzy a dit qu'il a utilisé ça. Je sais pas si vous avez vu. Il a dit justement qu'en fait, il a fait un petit peu plus semblant d'être touché pour pouvoir connecter. Et vu la manière dont il connecte les deux fois, je crois qu'il dit la vérité. Et donc, je crois que Pereira s'est senti tellement à l'aise parce que la jambe de Izzy était compromise. Et il s'est dit, c'est bon, je vais y aller, je vais le terminer. Et enfin, il a sa garde super basse. Il a le menton qui est assez haut. Et Izzy, il prend. Ouais, non, c'est horrible, c'est horrible. Enfin, c'est génial pour Izzy, pour l'histoire. Mais je trouve ça tellement dommage sur des détails comme ça que ça se passe de cette manière-là. Voilà. Toujours sur des détails, le MMA. Brian, tu l'as vu comment? Tu sentais aussi que Pereira était peut-être trop à l'aise sur la séquence du finish et qu'il pensait déjà avoir fait le taf ou t'as une autre vision? C'est difficile. J'ai pas eu l'impression qu'il était trop à l'aise, dans le sens où je pense que non, si s'il avait pas accéléré à ce moment-là, on aurait pu lui dire ouais, il aurait dû accélérer. Ça avait payé au dernier combat, mais dans le cinquième. Mais non, 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 je pense qu'il a fait le taf et puis Israël a été meilleur quoi. Il a trouvé l'ouverture, il a pris, c'était assez incroyable. Mais mm, mm. Ah, moi, Et c'est toi, marrant Chris, parce que tu penses quoi? ouais, mais je suis pile entre vous deux en fait, parce que comme Brian, j'ai vraiment vécu ce moment-là comme ah bah, c'est exactement comme la fois passée, mais dans le deuxième round. Donc, ce qui s'est passé dans le cinquième, on a un Israël Adesanya qui est la jambe compromise. Alors là, c'était sur un check le combat précédent. Ici, c'est sur un low kick. Ensuite, il se met un peu en boule contre la cage et la combinaison de Pereira, elle est pas trop mal. Ça, les touches au corps touchent. Le coup de genou, bah, j'ai pas l'impression que ça touche bien, mais ça reste un coup de genou, même dans la garde, Ouais. ça peut un peu te flash. Et puis, je trouvais pas que enfin, comment expliquer ça? Pereira a une garde basse par défaut. Même Mm. dans les échanges, il travaille plus sur les mouvements de tête ou sur le positionnement pour être safe et pas se faire toucher en contre. Et je pense que je vais plutôt remettre du crédit sur Israël Adesanya. Alors, le truc de je fais semblant d'être plus touché, je sais jamais avec quel degré de crédibilité prendre ce genre d'informations. Mais clairement, son overhand, cross overhand, son premier, il est sur un timing incroyable, quoi. Parce que tu as Ouais, vraiment c'est Pereira différent. qui charge son premier crochet, ça touche plus ou moins, et il part pour charger son deuxième. Et comme Brian, tu avais dit dans notre podcast ensemble, Pereira a pas un crochet qui contourne, il a un crochet qui vient un peu d'en bas, qui est un peu sur l'angle de l'uppercut et un peu sur l'axe du jab. Et donc quand il le reload, sa main est basse. Et donc Mhm. forcément le cross à ce moment-là, ben, il a l'angle parfait. Il arrive avant le deuxième crochet, donc ça surprend Pereira. Et sur le deuxième, alors je sais qu'en commentaire les gens vont rire, mais son deuxième overhand, il est sur un angle mort. T'as Pereira qui regarde par là et t'as l'overhand qui vient Ah ouais. de l'angle Ouais. mort, je suis obligé d'utiliser le terme, et ça le sonne complètement. Donc pour ça, respect. Et moi j'ai un espoir, et je pense que vous aurez le même que moi, c'est la version d'Israël Adesanya qui est arrivée au titre était beaucoup plus agressive que celle qui était champion. Et Mm, aujourd'hui, il mm. a récupéré son titre avec son ancienne version, selon moi. Il y a plusieurs moments dans le combat où je me dis, tiens, là c'est bien, il a le centre de la cage, il pousse l'action, c'est Pereira qui est dos à la cage. Ça s'est changé un peu. À un moment, enfin, à plusieurs moments, il était lui-même dos à la cage, mais il avait un peu cet état d'esprit plus agressif et j'espère qu'on va revoir cette version de Pereira pour la suite. C'est un petit D'Adesanya, peu. tu veux dire? D'Adesanya, pardon, lapsus matinal, j'ai pas encore fini mon café. Mm, mm, Mais ce qui me fait un petit peu peur, moi, c'est le fait que justement, il disait qu'il avait cette position quand il était chasseur et pas chassé. Et donc là, il redevient chassé, en fait. Donc j'espère qu'il va pas de nouveau faire enfin, utiliser un petit peu plus de combos comme il a fait pendant ce combat. Franchement, j'ai été super impressionné de la partie mentale d'Adesanya. Parce que Mhm. je t'avais envoyé un petit message avant, Chris, en disant, waouh, je crois que le pourcentage, je le revois à la hausse pour Adesanya, parce que
D'habitude, il parlait beaucoup, mais en combat, bon, il nous a déjà fait des trucs un peu fous, genre Romero, etc. Mais cette fois-ci, je sentais qu'il se dit, bon, je vais tout donner. Et en fait, il l'a vraiment fait. Même quand il était en difficulté, je trouve que son mental était là et c'était pas comme Ousmane qui avait peur du chaos. C'était pas comme, enfin, Mhm. comme d'autres personnes qui ont subi des défaites. J'ai l'impression qu'il a vraiment assumé son rôle de, voilà, il faut que je sois un leader et que je rentre dedans. Et franchement, il a trop bien fait. Vraiment trop, trop bien fait. Ouais, il a combattu Pereira comme si c'était la première fois qu'il le rencontrait et pas comme s'il Ouais. avait déjà pris 2 KO par Pereira. On en avait parlé un petit peu hein, de l'aspect mental, enfin très rapidement parce qu'on avait mis ça sur le côté. Je sais qu'il y a beaucoup d'observateurs du MMA en France et qu'on parlait de la question du mental, que Adesanya ça allait être très compliqué à cause de ça. Mais nous on était parti du principe quand t'es champion, quand t'arrives à ce niveau-là, enfin t'es au top du top, il faut pas regarder l'aspect mental. Les mecs ils arrivent, ils sont prêts, donc ça joue très peu. Moi je pense que là c'était 100% stratégique, technique. Ouais, je trouve que pour Et il l'a Ousmane, on l'a senti confirmé. pourtant la partie mentale. Moi, j'ai Ouais, senti quand même qu'il avait beaucoup plus sur la réserve. Peut-être que le chaos aussi, je sais pas. Je l'ai senti. Bon, peut-être que c'est un impression. Au final, on sait pas sur, certainement, mais j'ai sur, l'impression qu'il était plus sur la réserve que les combats d'avant, quoi. sur son dernier combat? Avec Non, je trouve. Edwards. Ouais, après Ousmane, il s'est déjà fait, il se fait facilement, enfin, il s'est déjà fait connecter en striking, donc je pense qu'il a toujours été sur la réserve un petit peu en striking, quoi. Même s'il avait pris confiance, donc non, ouais, je sais pas, je pense pas. Moi, je trouve que, enfin, la plupart du temps à ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment un facteur qui est pas aussi important que l'aspect stratégique, que ce qu'ils vont proposer, quoi. Juste pour préciser, quand tu dis à ce niveau-là, c'est au niveau du titre, parce que je pense Ouais, qu'à voilà. l'UFC, t'as Ah un oui. facteur mental qui est omniprésent, Ah oui, oui, oui. en tout cas Non, en dehors du top 5. Ouais, ouais. je parle vraiment du top, quoi. Je parle donc là, on parle d'Ousmane qui a été champion incontesté, qui était enfin un numéro un pound for pound. On parle d'Adesanya et je pense que ça joue. En tout cas, je pense que la victoire d'Edwards contre Ousmane, c'est pas lié au faible mental d'Ousmane, c'est lié à Edwards, quoi. À ce qu'il a apporté techniquement, il a été incroyable. J'ai Mais tout non, de mais même Surtout un, ça, quoi. j'ai un contre-exemple de ouf. C'est juste Vas-y, pour faire vas-y. l'avocat du diable, Rose Namarunas. Elle, clairement, C'est-à-dire? bah, mentalement, c'est problématique. Même si c'est une championne ou slash ancienne championne, c'est souvent son mental qui l'a empêché d'être une championne dominante. Et elle en parle elle-même. Ouais, bah, moi je trouve Ouais. que le combat qu'elle perd là, contre la lutteuse, c'est juste le game plan qui était complètement foireux, quoi. Non, je parle plus de sa défaite contre Andrade. Elle en avait parlé. Quand elle était championne, c'est sa première défense de titre de son premier run contre Le, Andrade, c'était quand le elle se fait mettre mental. KO sur la Kimura, Ouais. je sais pas si c'est le mental qui a fait qu'elle s'est pris un KO. C'est parce qu'elle aurait dû lâcher la Kimura. attendez 2 secondes, Euh, non. 2 Ah, secondes. il y a le Takos qui est là. Je pense pas, moi je vois Andrade qui a vu le truc, qui l'a slamé, qui a gagné, quoi, par C'est KO, vrai. tu vois. C'est vrai. C'est Mais pas genre elle a craqué au quatrième ou au Vas-y. cinquième ou des trucs comme ça, tu vois. Genre ouais, il a, je dis ça surtout parce que elle le dit, tu vois, elle-même, ouais. elle le dit dans les interviews que mentalement, elle a du taf à faire. Mais Ah, mais ça c'est différent. Elle a du taf en amont. Elle a toujours dit que. Moi, je pense qu'elle a des problèmes d'angoisse ou des choses comme ça, tu vois. Mais de la mhm, même manière que Georges Saint-Pierre l'a dit que mentalement, c'était l'enfer d'aller en combat, quoi. Mais ouais, par contre, une fois dans la cage, quand la porte se ferme, moi, j'ai l'impression qu'au top du top, ils déroulent ce qu'ils doivent dérouler, tu vois. Et ouais, c'est pas genre tu vois le cardio le mental qui lâche et tu te dis tu vois où ils vont abandonner. Non, ouais. Rose elle a fait la revanche contre Li Jiang, non comment il s'appelle? Willy Zhang. Willy Zhang, elle a vu l'ouverture de mettre au sol, elle a emporté ses rounds comme ça alors que Mhm. tout le monde la voyait plus faible. Enfin voilà. Ouais. Ouais, non, là-dessus, c'est vrai que je suis plutôt d'accord. Les contre-performances qui sont liées au mental sont relativement rares dans les combats pour le titre. Ah ouais, je C'est trouve vrai que hein. comme ça, sans réfléchir, enfin, sur l'ère récente du MMA en tout cas, Hmm. ça va être difficile de trouver.
c'est plus sur des manques de lucidité qu'on va de temps en temps voir des grosses surprises, ce genre de choses, mais c'est pas spécialement des craquages mentaux. Quoique, qu'est-ce que tu penses de Nunes contre Pena? C'est marrant, j'ai tout le temps vers les femmes pour ces exemples. Mais Amanda Nunes, quand elle a perdu contre Peña, elle abandonne, tu vois. Elle abandonne littéralement dans le deuxième round. Elle donne la soumission, elle tape avant même de vraiment souffrir de l'étranglement. Je sais pas, il faut des exceptions à la règle, tu vois. Et Voilà. puis, on reste quand même sur, là, tu me donnes des exemples, deux exemples sur des catégories qui sont pas les catégories C'est les clair. plus fournies, tu vois. Ouais. Ouais, Nunez, elle est très très forte dans son truc, mais voilà, c'est pas le top du top niveau, quoi. Ouais, ouais, non, Voilà. c'est clair que ça joue aussi ton ascension vers le titre. Mm, mm, mm. La difficulté que tu rencontres Ouais, sur ton trajet pour arriver là, ça forge aussi en ouais. mental, Tu c'est regardes clair. Ronda Rousey, exactement le même parcours, trop facile, et puis après, hop, elle met en Mhm. difficulté, c'est la panique, elle va au catch, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Mm. C'est vrai. À la différence que Nunes, elle a quand même pu rebondir Oui, bien sûr. sur une performance qui n'était pas spécialement Mm, mm, oufissime. La meuf a fait une adaptation entre le premier combat et le deuxième combat. C'est ok. Ouais, après, sur papier, c'était pas bête, tu vois. mm, mm, mm. J'ai bouffé que des jabs dans le premier combat. Je vais mettre en gauchère. Et comme ça, il y a plus de jabs qui passent. C'est pas bête, ouais. C'est pas bête sur papier, mais tu te dis, ok, la nana, c'est une championne, une double championne considérée comme la GOAT. Et sur 6 mois de temps, elle fait une seule adaptation parce qu'il n'y a rien eu d'autre sur la revanche. C'était vraiment je passe en gaucher pour pas que ce jab continue et continue à passer. Bon appétit, Ouh. John. Merci, merci. Je On savais va. pas, je savais pas Oh, quoi faire s'ils mettent une pause ou pas. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, bah, je vais laisser comme ça. Ça va faire très nature. Donc, pour que les gens soient au courant, Brian et moi, nous sommes là en Belgique. Donc, il est 9h09 ce matin. Et pour toi, John, il est du coup une heure passée. Ouais, il est 1h du matin. Ouais, ah Il est ouais. 1h du matin. parce que tu es au Ouais, je suis à Mexique. Donc, toi, Mexico, tu donc du tiens. coup, Voilà. ouais. En fait, j'étais trop content parce que je me dis, voilà, j'ai l'UFC qui est à la bonne heure, mais après, je dois attendre pour pouvoir faire le podcast, que Chris se réveille. Mais Donc, attends, du attends, coup, attends, attends, attends. On va quand même préciser. J'ai regardé les 3 derniers combats en live. ouais. Après, mon bébé m'a fait la surprise de dormir jusqu'à 8h20, donc j'en ai profité pour dormir parce que c'est le premier week-end où ma femme n'est pas là. En général, je peux dire à ma femme, tu gères le bébé le matin et on fait un récap directement. Sauf que là, je devais attendre que ma... Donc, vous voyez le professionnalisme, hein. On est dimanche, ma femme n'est pas là. J'ai demandé à ma mère de venir chez moi pour garder le bébé juste pour enregistrer ce podcast. Merci Et tu d'en dis avoir pas, c'est que tu parlé. t'es rendormi aussi. Tu t'es Ah oui, non, non, rendormi. non. Donc mon bébé m'a fait la belle surprise de se réveiller à 8h20, ce qui n'arrive littéralement jamais. Et donc ça m'a permis de dormir entre la fin du main event et ce podcast. Euh, donc on va transiter sans transition sur le co-main event. Et là, je vais peut-être laisser la place à Brian parce que tu as fait un chouette tweet par rapport à l'aspect stratégique que Gilbert Burns et du coup son coach Henry Hooft ont apporté dans ce combat. Ouais, ouais, ouais. Ah bah écoutez, moi j'ai regardé le combat, j'ai vraiment j'ai kiffé le combat, on va dire. J'ai bien aimé le premier round. Je trouve que Burns a été assez patient. Masvidal a eu l'espace pour s'exprimer. Ça pouvait paraître, je, je pouvais voir le premier round à Masvidal sans problème, hein, même si l'un ou l'autre. Mais je voyais le truc arriver, et puis alors Burns qui part sur de la lutte, du grappling, qui fait ses adaptations pour le body lock, et puis le troisième round, et, et les consignes qu'a donné Henry Hooft entre les deux rounds, je trouvais enfin entre le 2 et le 3, j'ai trouvé que c'était assez brillant, enfin très stratégique, très respectueux de la dangerosité que représente quand même Masvidal. Et, euh, et voilà, et malgré la cote que je trouve encore un petit peu hallucinante, bah, ils ont pas fait en fonction de la cote en se disant vas-y tu vas au talent, de toute façon c'est sûr tu vas gagner. Ils sont arrivés, ils ont dit on prend aucun risque. Premier round on voit un peu, on le laisse se fatiguer, deuxième round tu le mets au sol, troisième round tu le tapes et tu t'assures bien la victoire, point quoi. Et ça j'ai vraiment vraiment apprécié.
Est-ce que tu Vraiment peux apprécié. préciser les informations qui ont été données par Henry Hooft entre le deuxième et le troisième? Parce que là aussi, la toile va rigoler parce qu'on dit toujours Chris, il regarde les combats sans le son, mais là, il y a mon bébé qui dormait à côté de moi, donc j'ai littéralement regardé sans le son, mais pour d'autres Euh, raisons. il, il n'a pas donné d'indication réelle de combat. Il n'a pas dit boxe-le maintenant ou ce genre de choses. Il lui a demandé de ne rien faire d'extravagant, mais de s'assurer de prendre le troisième round et de prendre la victoire. Et puis après, il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Donc là, même moi, j'ai pas entendu. Mais, euh, mais voilà, rien d'extravagant, son troisième round pour s'assurer la victoire. Et je pense que stratégiquement, c'était malin. Et Mhm. alors, et Gilbert Burns a vu qu'il pouvait le toucher en anglaise, et ce qu'il a fait, il a fait le taf. Il a remis au Ah, sol, je pense, à la fin. Enfin, voilà, mhm. c'était propre, quoi. C'était une belle victoire, sportivement parlant. Et puis après, je suis allé sur Twitter, et puis les gens, ouais, blablabla, ils étaient en gros déçus parce que, genre, entre la réalité et puis la vente du combat, tu vois, mais ça- tu te dis, bah, les gars, sportivement, c'est ce qu'on attend de voir, quoi. Mhm. Pas une guerre où les gars se tapent et le premier qui tombe. Enfin, Moi, le combat m'a pas surpris du tout. C'est ce à quoi je m'attendais, grosso modo. mhm, Peut-être pas dans le détail évidemment, mais grosso modo, je m'attendais à ce genre de victoire, que ça n'allait pas être la guerre, parce que ça aurait été une grosse prise de risque pour Gilbert Burns, qui semble, depuis sa défaite contre Ousmane, commencer à vraiment stratégiser son approche et mettre en avant ce en quoi il est fort et essayer mhm, mhm. d'imposer ses forces par rapport à son adversaire. Donc, je trouve que le premier round, c'était vraiment du 50-50 jusqu'à ce que Jorge Masvidal tire la langue. Mhm. Et au C'est moment où il vrai. a tiré la langue, il s'est fait bien toucher, il s'est fait amener au sol. Gilbert Burns sécurise son round pour moi sur les 30 dernières secondes, alors qu'avant ça, c'était un peu, ça pouvait partir dans les deux Mhm. sens. Et à partir de ce moment-là, là, j'avoue, j'ai pas regardé les 30 premières secondes du deuxième round, mais j'ai vu que c'était directement au sol dans le deuxième. Mhm. Et là, c'était clair que on allait se rapprocher des côtes de Paris. Donc dans le premier round, c'était plus du 50-50. Deuxième et troisième round, je pense que ça a donné raison vraiment à ce que les bookmakers avaient émis. On était sur du Ouais. 80-20 à raison à ce niveau-là. Moi, je m'attendais à un deuxième round sur les trois rounds, quoi. Je m'attendais Mhm. un peu beaucoup de défense à la cage, une mise au sol, du lay and pray, et puis une victoire comme ça, et ça m'inquiétait réellement. Enfin, là, je pense que je me serais ennuyé. Là, la Mhm. tournure du combat, un premier round assez équilibré, deuxième round où il fait ce qu'on s'attendait, et troisième round comme debout, ça j'ai apprécié vraiment. Ah, d'ailleurs, John, toi, t'as bien aimé le troisième round. Ouais, moi j'ai bien aimé, mais en fait, ce qui m'a impressionné, c'est surtout le menton de Masvidal. Enfin, il s'est pris quelques parpaings et j'étais choqué qu'il arrive encore à tenir debout avec. Enfin, surtout, allez, il a 38 ans, je pense. Il va avoir 39 ans cette année. Ouais. Il a 50 combats à son actif. Il est sorti d'un knockout, enfin, ouais, un knockout il n'y a pas très longtemps. Je trouve que c'est vraiment super impressionnant ce qu'il a fait. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, j'ai- Non, je disais, en plus de prendre les pains, il en demandait encore après. ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais je veux dire, je crois qu'il y en a quelques-uns où il était vraiment sonné et que c'est sa technique de pas le montrer. Mais Mhm. waouh, j'étais vraiment surpris parce que Ramzat s'en est pris des pareils et Ramzat est tombé, quoi. Enfin, je trouvais ça assez impressionnant. Ouais. Ouais, il faut aussi noter, parce que ça je t'avais dit sur Twitter, Brian, c'est dans la préparation de Gilbert Burns, ils avaient préparé le chaos que Ousmane avait mis sur Masvidal, de rentrer le direct avant Mhm. le check hook, et ils l'ont fait dans le premier round. Et là aussi, tu t'es dit, enfin, Jorge Masvidal l'a bien encaissé. Bon, alors c'était pas mis avec autant d'impulsion et de Ouais. momentum que ce que Ousmane avait mis, mais il a encaissé comme si de rien n'était. Et je pense qu'il y a même peu de gens en fait qui ont réalisé que c'était exactement la Ouais. même séquence que ce qu'on avait eu lors de la revanche entre Ousmane et Masvidal. Et donc, John, juste avant le call, tu étais en train d'écouter une interview, je crois en fois 3 parce que ça allait trop vite pour moi. Ouais. Il y a une petite garantie au niveau de Burns pour la suite. Ouais, c'est ça. En fait, j'étais en train d'écouter la conférence de presse avec Dana White. Je l'écoutais vite en x2 pour pouvoir avoir ce podcast et pouvoir savoir savoir ce qu'ils allaient dire. Et en fait, ils étaient en train d'expliquer que, enfin, Dana White était en train de dire que, non, d'abord, le journaliste pose une question et demande, tiens, est-ce que vous avez entendu ce que Gilbert Burns demande? Pas demande
la manière francophone, la manière anglophone. Demands, donc ordonne entre guillemets. Mhm. Donc, pendant la post-interview, Gilbert Burns dit que ce soit Covington ou que ce soit Covington ou que ce soit Edwards, je veux prendre le gagnant, je veux aucun autre combat. Et Dana White a dit c'est OK. Donc il veut bien être backup du combat principal, enfin du prochain combat pour le titre qui à mon avis sera contre Covington. Mm. Et il devrait prendre le gagnant très probablement. Et je trouve que c'est mérité. Parce qu'il Mhm. il disait justement au micro, et ça aussi je trouve que c'est vrai, donc Dana White expliquait qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui je prends anyone, anywhere, enfin n'importe qui à n'importe quand. Et que derrière quand il y a des négociations c'est pas vraiment comme ça. Mais que Gilbert Burns c'était le cas. Et on l'a Ouais. vu, il y a personne qui voulait prendre Khamzat, c'est le seul qui l'a pris. Et en fait, il est sorti grandi de ce combat. Et donc là, maintenant, on lui a donné Neil, non, c'est Geoffrey Neal, Magny. c'était Ouais. Magny, pardon, Magny. Et maintenant, on lui donne Jorge Masvidal et Masvidal. ses 2 victoires. Et donc, je suis super content pour lui. Vraiment, je suis content. Ouais, ouais, mais c'est mérité. Il y a que deux personnes dans cette division avec ce mindset, enfin dans le haut de cette division avec cet état d'esprit, c'est lui et Belal. La différence, c'est que Mhm. lui, il va un peu mieux que Belal, et donc je crois que Belal va devoir prendre un combat en plus. Ah ben non, c'est prévu ou pas Belal contre Shafkat, non? C'est Shafkat. ouais, Shafkat? Shafkat, ouais. pardon, mais il le prend. Mais je crois qu'il a refusé. Je sais pas si ça a été confirmé ou pas, mais lui il disait que c'est qui Shafkat ou je sais plus ce qu'il disait, donc c'est un peu triste. Je pense qu'il y avait vraiment des négociations avancées, mais que c'est pas à 100% confirmé. Genre, moi j'aime bien dire une information est confirmée quand c'est annoncé par MMA Junkie, et je pense pas qu'il y ait eu de news sur MMA Ah, Junkie par si. rapport à ce combat. Bon, bah, pour la suite, il y a rien pour Masvidal qui a pris sa retraite, donc peut-être juste un mot sur le respect qu'on doit quand même mettre sur sa carrière. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont été, on peut dire, déçu parce qu'on sent que Masvidal est quelqu'un d'extrêmement talentueux, mais qui n'avait pas spécialement la discipline derrière. Il a eu cette discipline pendant une toute petite phase de sa carrière, donc je pense qu'il aurait pu atteindre de plus hauts sommets dans sa carrière professionnelle. Mais finalement, le buzz qu'il a fait entre l'enchaînement de Till, Askren, Diaz, il l'a dit au micro d'ailleurs, hein, je pense, ça lui a permis de s'assurer la fin de sa vie et celle de sa progéniture. Mhm. Donc respect à lui. Il nous a quand même fait vivre des chouettes moments. Bon, moi j'avoue que j'ai quelques frustrations sur son attitude dans la cage et sur le fait que c'est pas un énorme bosseur, parce que je pense qu'il aurait pu Mm. faire bien plus que ça. Quand tu regardes ses performances avant même d'arriver à l'UFC, c'est quelqu'un qui avait un jab incroyable, incroyable. Mm. Il a encore prouvé hier, ses kicks sont merveilleux, mais il n'a pas su capitaliser Mais- dessus à 100%, je trouve. Et est-ce que Chris, toi, t'as trouvé qu'il a fait des adaptations pour ce combat? Enfin, j'ai l'impression qu'il est arrivé au talent, quoi. Enfin, au talent. Vous voyez ce que je Mhm, veux dire? Et pour moi, il y avait, j'ai pas ressenti qu'il y avait un game plan. J'ai pas ressenti que tu parles du jab. Pour moi, Gilbert Burns, c'est vraiment tout ce qui arrive en direct. Et il les mange et il a pas cherché le jab. Je trouve qu'il a, comme s'il n'avait pas préparé ce combat-là, quoi, entre guillemets. ouais, Je, ouais, je suis d'accord avec toi. Pendant le combat, je me suis dit, j'espère qu'il va pas aller en boxe anglaise après. Parce que si tu enlèves les kicks à Masvidal, il reste plus grand-chose. À Masvidal d'aujourd'hui. Par contre, si tu remontes à son combat, pour moi, son combat référent, c'est contre KG Noons. Alors, je sais que ça fait un peu ouais. l'ancien. C'est quoi? C'est Strikeforce, ça, non? C'est au Strikeforce, ouais. C'est voilà, ceux qui vont devenir nostalgiques de Masvidal et qui l'aiment bien. Je pense que bah ouais, Strikeforce est sur l'UFC Fight Pass, donc allez voir sa Mm, mm, mm. performance contre KG Noons. Là, vous allez voir ce que c'est un bon jab. Vous allez voir ce que c'est de travailler derrière un jab et derrière des bons kicks. C'était vraiment une incroyable performance. Donc, euh, donc voilà, on l'a plus vu celui-là. Même contre Mm. Darren Till. Tu vois, en fait, Darren Till, bah, il se fait surprendre dans le début du combat. Il fait son sprint pour taper l'entrejambe, puis il prend un knockdown, et puis finalement il revient pour mettre son énorme KO. Mm. Askren, c'est un KO en 5 secondes, donc il n'y a pas de consistance derrière. Et puis Nate Diaz, c'est l'ombre de Nate Diaz. Donc sa grosse ascension, c'est venu un peu. On peut même pas dire que c'est parce qu'il y avait du travail derrière réellement. Mm. Après, voilà, j'ai pas envie de parler mal sur Masvidal, j'ai juste une certaine frustration par rapport à ce qu'il aurait pu faire versus ce qu'il a réellement fait. Au final, je trouve que c'est pas si mal de terminer. Ce que je veux dire, il fait ses 2 derniers combats, il fait à chaque fois de la décision contre Covington.
et maintenant contre Burns. Je trouve que Mhm. voilà, il sort pas avec un KO comme celui qu'on vient de voir avec Pereira. Ça aurait été vraiment douloureux, je crois, de terminer une carrière de cette manière-là. Ouais, c'est clair que l'UFC ne lui fait pas de cadeau, ça on va le souligner, parce que tu fais combattre un gars qui annonce que c'est potentiellement son dernier combat, tu le fais combattre chez lui contre Gilbert Burns, c'est vraiment un cadeau un peu le même qu'ils ont fait à Frankie Edgar, et moi ça m'avait fait mal au cœur. Frankie Mm. Edgar combat au New Jersey pour son dernier fight, on lui met Gutiérrez, pas cool les mecs, vraiment Mais Ouais. ça c'est vraiment un truc à l'UFC que je ne comprends pas. C'est en gros, on a des combattants qu'on construit un personnage, qu'on construit un style de combat qu'on aime, et on le sait à un moment donné qu'ils arrivent à leur limite physique ou leur limite d'évolution. Et plutôt que de les mettre face à d'autres combattants qui nous font kiffer et qui arrivent un petit peu aussi à leur limite, et qui redescendent entre guillemets ensemble et que ça va, eux ils les mettent directement contre des gars en pleine ascension. ouais. Alors je peux comprendre un peu le principe au niveau du business, mais, des fois, par exemple, Steven Thompson, là, qui demande, qui, on conçoit de mettre contre des tueurs à gages, lui, il demande des combats fun, entre guillemets, on fait de Mhm. l'argent, les fans sont contents. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi l'UFC ne propose pas ce genre de combat aussi. On, s- on les sort du classement, tout simplement. Est-ce que tu veux encore combattre pour la ceinture? Ils disent oui, non. Hop, on les sort du classement. Et puis on met les gars qui descendent des combats fun, quoi. Là, Ouais, on ouais. va en avoir un Dominique Cruz contre Cody Garbrandt. Pour moi, c'est deux gars qui sont en pente descendante. On les met ensemble. Ça va pas être un main event, mais ça va être chouette à regarder. Ça fait plaisir aux fans et Une effectivement, sorte de. tu ruines pas une fin de carrière Ouais. et une legacy, puisque t'en as plein des exemples comme ça. La fin de carrière de Chuck Liddell, la fin de carrière MMA de Anderson Silva, c'est décevant de voir des mecs qui ont performé à si haut niveau, qui ont été aussi dominants, et puis au final qui vont aller perdre en sous-carte. Je pense que le Mm. dernier combat d'Anderson Silva, c'était pas genre en sous-carte. Enfin, Mais c'est ouais, triste de se dire c'est ça. insensé. Pour moi, je Ouais. trouve ça insensé. En fait, On- ils veulent les détruire pour juste que d'autres fédérations puissent pas les utiliser. Le problème, c'est que si jamais ils vont en boxe ou ailleurs et qu'ils ont encore une grosse image, les autres arrivent à monter en popularité grâce à leurs combattants. Et donc, Ouais, c'est juste du business, c'est horrible, mais c'est la seule raison Mm. valable en fait. C'est que si, admettons, Anderson Silva dit bon, bah moi j'arrête, j'en sais rien, au moment où il est à son prime ou même un petit peu après, et que on lui propose énormément d'argent pour combattre ailleurs, il a encore toute cette bonne image et les gens vont se connecter et voir le PFL ou voir Bernacle ou ce que tu veux et vont payer et donc vont peut-être connaître de nouvelles figures là-bas qu'ils aiment bien et alors ça devient une compétition pour l'UFC. C'est horrible, mais je ouais, sais c'est pas. logique. Je pense pas que ce soit ça. Enfin, personnellement, hein, je pense pas qu'il faille. Je pense que ça a toujours été avant qu'il y ait une concurrence comme ça, parce que ça existe déjà, hein, des gars qui sortent de l'UFC qui vont dans d'autres fédérations. C'est pas pour autant que ça apporte énormément de beaucoup plus de lumière, tu vois. Bah Je là sais pas si maintenant, du jusque-là. coup, Je pense sincèrement que c'est pour une sorte ils veulent faire pas un cercle vertueux au contraire, mais prendre la hype d'un combattant qui est monté et puis passer le flambeau, tu vois. Bah, moi, je Je vois pense qu'ils plus font ça comme ça. les deux. En Mais fait, c'est d'une pierre deux coups, tu vois, parce qu'effectivement, Adesanya, Anderson Silva, c'est un passage de Silva, force. c'était un Force, passage. ouais. Ouais, on savait Ouais, très bien que le combat, il allait pas. mais par la même occasion, il s'assure aussi que, voilà, par exemple, si Masvidal il voulait aller au Bellator après, ben là, en lui faisant enchaîner des défaites, tu t'assures quand même qu'il part pas au Bellator avec une plus grosse hype. mais c'est pour ça C'est, que Ouais. enfin, Nate Diaz était voilà, contre Diaz, Khamzat à la j'allais le base. dire. Et voilà, c'est ça. Diaz, Ramsat, c'était le pire exemple, quoi. Ils ont C'est ça. construit une hype derrière Nate Diaz qu'ils ont voulu complètement casser, notamment en lui mettant Ramsat comme dernier combat de sa carrière à l'UFC, ce qui faisait aucun sens au point de vue sportif, au point de vue ranking. Ça faisait juste du sens au niveau marketing. Et je pense que là, c'était clair, c'est parce que Nate Diaz, publiquement, bah, insultait l'UFC en disant j'ai envie de me casser, j'ai envie de me casser. Et eux, ils se disent, bon, bah, tu as envie de te casser, on va d'abord te casser. Et puis, Ouais, et euh, voilà. et puis on verra pour la suite, quoi. Et après, faut pas oublier que des Ned Diaz ou des Masvidal veulent partir avec le plus gros chèque. Et donc Ouais. j'imagine que le plus gros chèque, c'est pas affronter un gars qui est en pente descendante aussi, c'est affronter un gars en pleine montée. Donc un Ned Diaz qui affronte un Khamzat, il sait qu'il va gagner bien plus que s'il affronte un ancien en, je sais pas moi.
Bah après le Ouais, combat Il mais qui avait c'est s'est tout mis. ça, finalement quoi. produit, le combat qui s'est finalement produit, ça aurait très bien pu vendre aussi. Tu vois, tu mettais un Diaz Ferguson en annonce, ah, ça Ouais, vend peut-être pas autant que Khamzat, mais ça joue à 5-10% je à tout pense que casser. c'est ça. Ouais. Je pense que c'est plus ça. Moi, je pense qu'ils font des calculs. C'est Fernand Lopez qui parlait de ça, qui calculait, qui était vraiment à l'UFC, il calculait vraiment combien ça peut rapporter, etc. Ah bah oui. Enfin, Bah c'était quelque chose. C'était pas genre ah tiens on va faire ça, c'est sympa. ouais, On a bah, l'UFC. plusieurs match-up. Qu'est-ce qui va nous rapporter le plus dans maintenant et puis dans le futur, etc., etc. Et John, on en parlait en off de ça, Ouais. de vouloir être une petite mouche dans les discussions, dans les réunions hum, de hum. matchmakers, tu vois. Est-ce que c'est uniquement, enfin, comment est-ce qu'ils dirigent leurs discussions, tu vois? Est-ce que c'est, ok les gars, sportivement, on a ça comme option, ça comme option pour un tel. Par Mhm. contre, financièrement, ce serait pas mal de mettre lui. Et après quoi, ils font enfin, ce serait intéressant, ce serait vraiment Mais intriguant en de fait, voir Ouais. toutes les datas qu'ils prennent. Je pense que t'es pas l'organisation numéro une juste en faisant des match-up à la volée. Je pense que c'est super calculé Mhm. et sur du long terme aussi et sur du court terme. Ouais. mais en fait, la preuve que l'UFC pense de cette manière-là, c'est qu'ils interdisent même de faire des combats dans d'autres sports. Donc la boxe, par exemple, qui est interdite, c'est pas juste, ils savent très bien qu'un combattant qui est bon chez eux, qui va par exemple dans la boxe et qui se fait détruire, c'est une mauvaise image pour eux. Donc c'est pour ça Mhm. qu'ils interdisent. C'est pas parce qu'ils se disent bon bah voilà, est-ce que c'est de la compétition avec nous? Parce que techniquement, ils, ils, ils ont rien à perdre si c'est des combats à part ce truc-là. Si c'est des combats de boxe, surtout qu'il y en a où ils étaient mis dedans avec McGregor, c'est parce qu'ils gagnaient de l'argent eux-mêmes et que c'était Mhm. des centaines de millions, mais sinon ils le voulaient pas. Pour Francis Ngannou, c'était le gros problème. Il voulait avoir plus de liberté et pouvoir aller Mhm. faire s'essayer à d'autres choses quoi. Donc ouais. Ouais. Ouais, mais j'aimerais bien être cette petite mouche, ouais. Juste pour pouvoir discuter un petit peu plus, pour savoir ce qu'ils pensent, mais ouais. Eh ben, on va juste rebondir parce que c'est vrai on n'a pas parlé de la suite pour Israël Adesanya et Alex Pereira. Et puis je propose qu'on clôture avec peut-être les autres combats de la carte qui nous ont peut-être marqué l'esprit. Donc ici, la suite pour Israël Adesanya, je vais commencer par toi, Brian, parce que tu as mis un tweet qui est totalement justifié. Et d'ailleurs, j'ai trouvé l'humour vraiment au point pour quelqu'un qui avait regardé en live et qui était peut-être pas très frais. T'avais remarqué que tout le monde demandait un rematch immédiat pour Pereira. Et toi, je vais te laisser faire la blague parce que j'ai peur de la flancher. Non, je vais pas la refaire. Tu sais, quand tu fais une blague, vous allez sur Twitter, vous me suivez, comme ça vous aurez les blagues en direct. Mais Non, mais en gros, Brian disait, vous demandez un rematch pour Pereira alors que lui, il sait même pas encore comment il s'appelle. Donc laissez-lui se rappeler de son prénom avant de lui demander un ouais, rematch immédiat. ouais, mais c'est assez étonnant, quoi. Enfin, là aussi, tu vois, le mec qui vient de gagner une victoire. Il faut être honnête, personne s'y attendait à ce qu'il soit agressif comme ça, malgré après s'être pris deux KO, je pense. Et il arrive, il reste dedans. Lui avait annoncé qu'il irait en lutte. On s'est dit, bah, il va aller en lutte. Quasi tout le monde pensait qu'il allait chercher la lutte. Nous aussi, on l'avait pensé. Moi, je pensais que s'il allait chercher en lutte, c'était pas une bonne idée parce que en termes de lutte, il a pas réussi à le mettre au sol au premier combat et j'avais peur qu'il s'épuise. Il est parti en striking, il le bat par KO et c'est pas un petit KO, hein. Le gars il bougeait plus après. C'est un vrai KO et on parle déjà, vas-y, refaites le combat, les gars, vous rigolez ou quoi? Non, c'est pas comme si Pereira il a été dominant. Euh, non. Donc non, pour la suite, pour revenir à ta question sur la suite, donc on laisse les gars se reposer un petit peu. Il y a plein de gars qui ont levé la main sur Twitter. Ouais, vas-y, on se combat. Il y a plein de combats à faire, quoi, hein, sur le truc. Moi, ce qui m'intéresse le plus actuellement, c'est la revanche de, de, Blakovic. de Blachowicz à 84 kilos. C'est lui qui propose de descendre dans sa caté en middleweight. Et ça me plaît. Ça me plaît Ouais. beaucoup parce que ils sont battus à 93, à 93 et de les voir tous les deux au même poids, il y aura plus l'excuse de Blachowicz est trop lourd ou machin, etc. Donc ça, c'est vraiment un combat moi qui m'intéresse sur le papier. Mhm. Ensuite, striker contre lutteur, un petit peu moins. Tout ce qui va arriver en lutteur, face à, soit on va avoir, ouais, Bah, c'est le truc, c'est qu'on on connaît l'UFC. Là, ils ont prévu Khamzat contre Paulo Costa. Si Khamzat gagne, on sait ce qui se passe.
Mm. Ce Ouais, serait mais d'ici sans là, surprise. ouais, bien sûr. Ouais. Ah, d'ici là, il peut prendre Jan Blachowicz parce que je pense Mm, que Adesanya n'a pas pris beaucoup de dégâts. Adesanya a toujours été quelqu'un de super actif, que ce soit mm. en kickboxing ou en MMA, et même ça a été un champion actif. Donc pourquoi pas essayer de glisser Jan Blachowicz entre les deux. En plus, Jan, il est encore dans le top de la division du dessus. Donc si il se sent capable de descendre en middleweight, ouais, pourquoi pas, ça donne du nouveau. En tout cas, c'est plus intéressant que Vettori 3 ou Whittaker 3 sur papier. Ouais, John, clairement. qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, j'aimerais beaucoup le rematch, en fait. Vraiment, je sais pas, moi, je trouve que, enfin, c'est mon analyse, tu vois, c'est de se dire, c'est qu'on est quand même en train de voir un truc qui commence à devenir vraiment historique. C'est-à-dire, l'histoire commence vraiment à prendre tellement. Au départ, on se disait, bon, ben voilà, il y a eu le premier combat. C'est quand même assez fou. Le premier combat, Adesanya gagne normalement au point, mais en fait, on donne à Pereira. Le deuxième, il gagne normalement, mais il se fait knockout. Puis le troisième, pareil. Et encore là, c'était un petit peu plus, comme tu le disais, c'est les dernières secondes du premier round qui comptent beaucoup. Mhm. Et donc là maintenant, je pense, j'aimerais bien voir ce qu'ont fait les juges, mais je pense que c'était extrêmement serré. Je donnerais peut-être même Pereira premier, mais je suis pas certain. Faudrait que je le revoie vraiment bien. Sur le dernier combat? Oui, les derniers combats. Je sais pas exactement. Je trouve que c'est vraiment très serré sur le premier et le deuxième. Euh, et je trouvais qu'il avait trouvé la bonne stratégie. La jambe d'Adesanya était compromise. Je la trouvais vraiment. Enfin, on le voit même avant le kick quand il est contre la cage. Je crois qu'il lui a mis 20 ou 30 kicks, je crois, sur le premier round. Je sais plus. Je sais pas si tu te rappelles, Chris, combien de kicks c'était. Je crois que c'était 20 ou 30. 16. Je suis sur UFC Stats là. Donc d'après UFC Stats, dans le premier round, il met 16 low kicks. D'ailleurs, Ok. ouais. Moi, je donnais le premier à Adesanya, Ah ouais, moi, honnêtement. je suis peut-être biaisé. Moi, Euh, je le voyais sans trop de discussion à Adesanya le premier round. mais Mais en tu fait, sais ce quand que tu disaient regardes les les juges? stats, ouais, quand tu regardes les stats, bon, il y a 20 frappes à 15 à l'avantage d'Alex Pereira dans le premier. Mhm. Mais il y en a que une à la tête pour Pereira, et il y en a que trois à la tête pour Israël Adesanya. Là où Adesanya fait la différence, c'est au corps avec 5 pour 3 pour Alex, et la plus grosse différence, c'est les low kicks, Ok, 16 à ouais. 7 pour Alex Pereira. Je vais voir Mhm. s'il y a les scorecards, mais ça m'étonnerait. Je J'aimerais vous bien voir les laisse Moi aussi, il scorecards. doit être sorti, hein. Pereira Adesanya. On va continuer à parler, comme ça je cherche en même temps. Parce que moi, je disais Ça compte que pour le podcast. en fait, ce que je trouvais, c'était que les coups importants, c'était plus Adesanya qui les donnait. Mais en Mhm. termes de volume, je trouvais que Pereira avait augmenté par rapport au premier combat en MMA. Et Mhm. donc, du coup, je trouve que sa stratégie était vraiment bonne. D'ailleurs, je trouve que deuxième round, c'était vraiment possible qu'il puisse le finir, quoi. Moi, je l'ai vraiment senti comme ça. Je trouve que, enfin, voilà, c'est mon analyse. Donc, je trouve Mhm. que c'est pas tellement fini, quoi. Je trouve pas que c'est waouh, Adesanya a complètement dominé, etc. Donc, bon, voilà. Les trois juges, je coupe. Enfin non, je coupe pas, mais je suis vraiment je vois avec Brian, tu voulais parler. Mhm. Les trois juges donnent le premier round à Adesanya. Ok, ok. Et Mais ouais, ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, tu vois, sur les quatre combats, donc premier round, Adesanya gagne, mais il perd selon les juges. Mhm. Deuxième combat, excusez-moi, pas deuxième combat, il gagne, mais il perd, enfin, il gagne ses rounds, mais il perd par KO. Troisième combat, il gagne, mais il perd par KO. Là, on arrive au quatrième, on arrive dans un combat où c'est comme si les choses se remettaient dans l'ordre. On voit tous Adesanya meilleur kickboxer que Pereira. On se Mhm. dit tous que normalement, la justice, entre guillemets, devrait être de le voir gagner. Ça a toujours été un peu injuste de se faire connecter des fois pas, enfin voilà, sur la fin ou des trucs comme ça. Et là, ça revient dans l'ordre, entre guillemets. Euh, ouais, je pourrais comprendre un combat revanche, dans le sens, histoire de conclure et de dire non, non, c'était pas un coup de chance, il l'a battu puisque c'est un meilleur kickboxer et il va le remettre KO. Clairement, ça, je pourrais l'entendre. Ouais. Ouais, en fait, moi, le truc, c'est juste. Pereira, quoi qu'il arrive, il sera out pendant un certain temps. Après un KO comme ça, tu peux pas revenir dans 6 mois. En tout cas, moi, si je suis dans son coin ou quoi, je lui dis prends du repos. Et je pense que Israël Adesanya, c'est quelqu'un qui veut rester actif. Donc, dans tous les cas, on n'aura a priori pas une revanche immédiate. Euh, et donc, ouais, Adesanya, il aura deux options, à mon avis, pour son prochain. C'est soit
soit, comme tu dis, Blachowicz si l'UFC mord à l'hameçon, ce qui m'étonnerait quand même un peu, soit le vainqueur entre Paulo Costa et Khamzat. Euh, Maintenant, quand Pereira revient, est-ce qu'il aura sa revanche? Historiquement, il faudra qu'il y ait un gros marketing derrière, parce que historiquement, l'UFC donne des rematchs immédiats, surtout aux champions qui ont été dominants, qui ont eu plusieurs défenses de titre. Tu prends des Anderson Silva, tu prends José Aldo, il n'a pas eu son rematch immédiat, mais il a eu un title shot immédiat parce que Conor était parti en welterweight et lightweight. Euh, Israel Adesanya qui a eu son rematch immédiat. Les champions one shot, c'est extrêmement rare qu'ils récupèrent un rematch immédiat derrière, à part Moreno et Figueiredo. Donc, ouais, moi je crains que Pereira ne prenne pas de title shot par la suite, sauf si vraiment l'UFC considère qu'ils vont pouvoir faire des bons chiffres en remettant en place un bon marketing autour. Et dans ce cas-là, vu la difficulté que Pereira a à faire le poids, s'il n'obtient pas de rematch immédiat en middleweight, je pense pas que ça soit enfin, que ça vale la peine pour lui de continuer à faire les cuts. Tu vois, il peut continuer à faire un cut si c'est pour un title shot, mais si c'est pas pour un title shot, autant qu'il aille finir sa carrière en light heavyweight. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et il y a des chouettes combats en plus en light heavyweight à faire. Donc, Ouais, parce que le niveau en light heavyweight est moindre, il n'y a pas mm, autant de lutteurs, exactement. et donc il pourrait davantage briller, selon moi, en light heavyweight qu'en middleweight. Parce qu'on était tous d'accord pour dire que ici en middleweight, il est à Israel Adesanya, il avait son numéro. Mais peu importe le prochain challenger, ça allait être compliqué pour lui. Ah bah, ils vont lui mettre S'il un prenait lutteur, c'est Khamzat, bon, hein. ouais, s'il Ah prenait ouais. Khamzat ou Whittaker après, je le mettais Ah pas ouais, du non. tout favori, quoi. Ah ouais. Pour moi, s'il reste en middleweight, ils vont lui mettre des combattants qui vont le mettre au sol, qui vont le dominer, hein. Mhm. Il y a juste C'est- Paulo Dans, Costa, ça pourrait être fun. je dans son pense que interview, Pereira... il disait, hein. Ah, tu dis? Dans son interview, il disait qu'il voulait rester chez les middleweight. Ok. Ouais. Donc Ouais, ouais. même s'il battait Israël, il avait dit ça. Donc j'étais étonné aussi, hein, parce que pour moi, clairement, il est derrière Whittaker, il est derrière enfin, plein de gens et tous les lutteurs, même Khamzat, etc. Je ne le mets pas du tout favori. Mais je trouvais ça juste intéressant pour se dire, bon, bah voilà, un dernier combat en middleweight, et si ça se passe pas, bah, ça justifie qu'il passe en light heavyweight et peut-être avoir une Mm, revanche pour Glover, en fait. Que je Mhm. trouvais assez chouette parce que Jamal Al je trouvais que ce serait un très bon match-up avec, ah ouais, ouais. contre lui. Ah bah, je pense qu'on a fait le tour de cette question-là. Je crois qu'on va finir sur le combat favori de chacun en dehors de main event comme main event. Ah, Pour moi, j'allais c'est en pas très direct. compliqué parce que j'en ai vu que un de plus. Je vais pas mentir. Je me suis réveillé pour les trois derniers. J'ai regardé en diagonale Holland, Rosas et Gastelum. Mais donc forcément, mon autre préféré, c'est Yanez contre Rob Font. Je Mm, pense mm, mm. qu'on doit absolument en parler parce que Ouais. Rob Font est venu avec sa stratégie habituelle, j'ai envie de dire. Il est venu pour mettre du volume, pour mettre la pression, pour être intensif dès le début. Je pense qu'il a bien joué le coup parce que Yanez a tendance à laisser passer le premier round. On a un Yanez qui a adapté son style. C'est un peu la question à laquelle on voulait répondre, hein, Brian, quand on a fait le podcast ensemble. C'était est-ce que Yanez, qui a toujours eu du mal face à des gens qui commençaient fort, va adapter son jeu? Il a adapté son jeu parce qu'il avait du répondant offensif face à quelqu'un qui mettait la pression. Ça a plutôt bien fonctionné pour lui parce qu'il a bien touché Font. Mais Font, Mm. mentalement, était présent. Il a pas pris peur en prenant des grosses frappes. Il a continué à développer son jeu jusqu'à obtenir son finish et c'était absolument merveilleux parce qu'on a eu deux gars qui ont voulu rentrer de manière engagée dans le combat. Et moi, je suis assez content parce que Rob Font prouve qu'il fallait pas l'oublier juste parce qu'il a perdu deux gros combats face à deux gros noms. Mm, 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 mm. Et Yanez, je pense que dans sa carrière, il avait besoin de cette défaite pour Mm. revenir et nous faire vibrer davantage à ses prochains combats. Ouais, bah écoute, moi je suis 100% d'accord avec toi. J'étais impatient de voir ce combat-là. J'étais très content de voir Rob Font que beaucoup avaient déjà enterré parce qu'il avait deux défaites alors que c'était contre du top. Et je le voyais moins propre que ça, Rob Font, et je l'ai trouvé très très propre en anglaise. Vraiment, Mhm. comme si, enfin, c'est assez étonnant, hein. Il va affronter un très bon boxeur et il progresse encore en boxe anglaise. Et je l'ai trouvé, comme tu dis, beaucoup plus confiant. J'ai l'impression en plus, je sais pas comment.
Enfin ouais, Ouais, c'était vraiment un chouette combat. il a pas douté parce que Non. le pire c'est ça, c'est dans ses deux derniers combats, il a pris des grosses frappes et c'est ça qui l'a mis Mm. en difficulté parce que c'est ça qui lui a fait perdre à la décision aussi parce que il gagnait mais largement en termes de volume, que ce soit contre Aldo ou contre Font. Je vais avoir les stats dans pas longtemps ici. Vera. Euh, ah ouais, donc Font contre Vera, Font touche 271 fois Vera et il se fait toucher 159 fois. C'est Ouais. énorme le différentiel. Malgré tout, il Oui, perd mais à la décision aussi. ouais, mais c'est le premier et deuxième round, hein. Il faut se rappeler que Vera, il était sur son pied arrière, hein, sur ce combat-là. Et Ouais, il a ouais. commencé à accélérer après, hein. Ouais, et Mais contre enfin. Aldo, t'es à 149,86. Hmm. Donc là, il a pas douté. Il a vraiment pas. Après, tu dis que c'est les deux premiers rounds, mais troisième 71-37, 42-36, 50-33. Donc tous les rounds, il domine le volume contre Vera. Voilà, c'est vraiment une question de différence d'intensité. Et là, dans ce combat-là, c'était un peu la même chose. Il commence avec son volume, mais il mettait plus d'intensité dans ses frappes. Parce que là, Ouais, il mais mettait volume et force. Ouais. ouais, je me rappelle que Vera était quand même sur son combat respectueux de la puissance de frappe de Rob Font. Je le trouvais Ouais. un peu fuyant et il savait que ça tapait fort. Et j'ai trouvé qu'Yanez, bah, il a manqué un petit peu de, comment dire ça? Pas de respect, mais il s'est dit vas-y, on va se taper. Et il a oublié que Rob Font, c'est, Mm. c'est ça que je me suis rappelé quand ils ont fait l'annonce là de Rob Font. Normalement, son surnom c'est pas Stone Hands, un truc comme ça. C'est quoi son Hands of surnom? Stone. Hands of Hands of Stone? Stone. Ouais, je pense que c'est C'est ça. pas un truc dans le genre? Ah, en tout cas, sur UFC Stats, ils le mettent pas. Mais ça me dit quelque chose. Rob Font, moi, je me rappelais que son surnom c'était Main de Pierre, tu vois. C'était pas ça, hein. Je cherche, mais Il a fait exprès d'enlever son surnom pour que les gars oublient qu'il tape fort comme ça, quoi. coup stratégique. Coup Euh, stratégique. mais ouais, il tape. Ouais, c'était très très bel anglais. J'ai vraiment vraiment beaucoup apprécié et je pense que oui, ça va être bien pour Yanez. Il a besoin un petit peu de ça, de refaire les ajustements et puis peut-être de rajouter un petit peu. J'aimerais bien le voir un peu au sol et en lutte parce que c'est un jiu-jitsuka aussi, hein. Ouais, bah, une petite revanche avec Ricky Simon, ça peut être sympa. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça peut être sympa. Toi, t'en as pensé quoi, John? J'imagine t'as bien kiffé le combat aussi. Moi, j'ai adoré. En fait, moi, je pensais que ça allait être le combat. Avant de le voir, je pensais que ça allait être Fight of the Night. Je le Ouais, tu me l'as sentais écrit. trop. Tu me l'as Je écrit. l'ai écrit et j'ai dit, en fait, j'étais triste que le combat dure pas plus longtemps. J'aurais adoré voir un peu plus parce que les échanges étaient incroyables. Je trouve que cette catégorie est tellement folle. Enfin, le niveau, c'est à chaque fois, tu te dis, mais tout le top 15 est incroyable. C'est même pas le top 10, c'est le Mhm. top 15. Et non, j'étais vraiment super content. Moi, mon combat préféré, ça a été Gastelum. Je sais que tu l'as vu en diagonale, Chris, Mm. mais du coup, je voulais absolument voir les prélims. Donc à partir de là, parce qu'il y avait une Mexicaine, donc je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. J'étais content de la gagner. Mais vraiment, le combat de Gastelum, j'étais tellement content pour lui parce qu'avec son opération, toutes les fois où c'était postposé, etc., je me demandais ce que ça allait donner. Surtout qu'il allait normalement affronter Nassourdine et j'étais impatient de voir ce combat. Et quand ils l'ont annulé et qu'ils ont fait le changement, j'étais un peu triste. Et en fait, je trouve que ce combat était vraiment top. Il y a eu plein d'ajustements, des choses qu'il fallait changer. Je crois que le deuxième, c'est 30-30 au niveau des frappes. C'était vraiment super partagé à ce moment-là. Donc je trouvais ça vraiment très très cool. Quand je donne les cotes, enfin les frappes, c'est celles qu'ils indiquent pendant le combat. Ouais, Donc à mon ouais, avis, j'ai le résultat final. Tu vois, c'est pour ça que je suis non, mais c'est vrai que ça complètement. change a posteriori. C'est passé à 20-23 en frappe Vraiment. significative, hein. Ah oui, en total de En frappes, je crois total, que c'est c'est 25. 26-27. Donc ouais, très, très serré en termes de stats. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est marrant parce que sur les stats, donc pendant le combat, ils donnent sur Fox, ils mettent le nombre de coups qui ont été donnés. Et je me rappelais, j'avais vu 30-30 sur le deuxième. Je l'avais noté. Et ça m'a fait tellement plaisir de le voir donc, en post-interview, de voir à quel point il était content. Parce que ça m'a vraiment rendu. J'étais un peu triste pour lui quand, en fait, je sais pas si vous avez vu cette vidéo. En fait, il croise Adesanya pendant l'Embedded et il se voit et Adesanya est pas au courant qu'il combat. Ça m'a rendu. Je me suis dit, waouh, donc ils sont sur la même carte. Bon, bien, il y a carte principale et la carte préliminaire. Et ils ont fait un des plus beaux combats de tous les temps en middleweight. Vraiment, ce combat, enfin, pour ceux qui l'ont pas Mhm. vu,
Adesanya, enfin, je crois que jamais Adesanya n'avait été autant dans le mal, mais vraiment sur Mhm. une longue durée. Et de voir qu'il n'était pas au courant qu'il combattait en même temps, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et donc là, je suis content qu'il ait fait un statement, surtout que Curtis, c'était du lourd. Et ils avaient mis Raoul à la place. Et là, du coup, moi qui suis mexicain, j'étais un peu triste. Bon, il a que 18 ans et je crois que c'est une bonne leçon, mais bon, je crois qu'il fallait qu'il redescende un petit peu aussi de dire, voilà, je vais être champion dans 3 catégories. Bon, attends, du calme, du calme. En plus, il est en Euh, bantam, donc il est dans la catégorie la plus compliquée, donc la plus relevée, en tout cas selon moi. Donc, je trouve que Rodriguez a été impressionnant par son calme. Je ne sais pas si vous avez vu le combat, mais le premier round, il est même en sac à dos et il reste tranquille. mhm. C'était vraiment 8-1, je crois, son palmarès. Et je trouve que c'est vraiment, il s'est très très bien battu. Ah ouais, moi j'avais mis ma pièce sur Rodriguez. Je trouvais que les Ah, cotes ok. de Paris, ouais, en fait, c'est pas que je le voyais favori, mais je trouvais que les cotes de Paris étaient un peu exagérées par la hype de Rosas. Et quand j'avais Mm. regardé les combats de Rodriguez, je me disais que ça pouvait être un très bon match-up comme un très mauvais match-up de l'UFC, dans le sens où Rodriguez est quelqu'un qui accepte facilement le sol, mais il a un bon sol. Et c'est vraiment ça Mhm. qui s'est passé, c'est qu'il a accepté le sol. Dans le premier round, ça a joué contre lui. Mais je pense que Ouais, Rosas a utilisé tellement d'énergie non, dans le premier d'énergie. round que ça s'est retourné contre lui dans le 2 et 3. Et donc là, on peut clairement parler de lucidité, expérience, maturité de Ouais. combat qui ont joué en fait contre Raúl Rosas. Donc ce sera une bonne expérience pour lui. J'espère qu'il a un coin parce que à cet âge-là, c'est pas l'âge de la remise en question, de l'introspection, mais j'espère qu'il a un corner Non, qui j'ai été va très faire ça déçu pour du lui. corner. Non, justement, j'étais très déçu du corner. Donc moi, j'écoutais ce qu'il leur disait pendant les rounds. Et entre le deuxième et le troisième round, donc c'est en espagnol, et littéralement la seule chose que son coach lui dit, c'est tu vas quand même pas perdre contre ce gars. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu dis? Mais pourquoi tu dis ça? Enfin, c'est vraiment pas ce que tu as besoin d'entendre à ce moment-là. Tu as besoin d'entendre, enfin, je sais pas, de la tactique, enfin, ce que tu veux, mais Ouais, sur un combat serré euh, comme ça, clairement, c'est des adaptations techniques et stratégiques qu'il avait besoin pour rentrer dans le troisième, puisque comprendre. le combat allait dans sa direction, puis dans la direction de l'autre. Il fallait, bah, il prend le premier, il devait prendre le troisième, quoi. Et en fait, Mm. au début du troisième, on voit quelque chose qui est assez fort, c'est que on voit qu'il a un doute et il essaye de faire du pied-point auquel il croit même pas lui-même et qui se dit, je dois quand même amener ça au sol. Et c'était téléphoné, en fait. À chaque fois, il essayait de l'amener et je me disais, ça, c'est le corner. C'est pas lui, il a 18 ans, enfin, il est tout jeune. C'est son corner qui devait donner enfin, dire quelles adaptations il devait faire. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, je sais pas si c'est bon ou pas. J'espère que ça lui donnerait une leçon dans le bon sens du terme, pas en étant méchant, Hmm. parce qu'il est super jeune, mais qu'ils se disent, bon, ben, va falloir que je travaille certaines choses et de pas se brûler comme ça au premier round. Enfin, s'il va vouloir, il disait qu'il voulait attaquer des Sterling, etc., de Bashvili, ça va être compliqué. Donc, ouais, Pas maintenant. je crois qu'il a un beau futur, mais bon, je crois pas que c'est le futur qu'il s'imagine. Voilà. Brian? Ouais, ben moi j'ai trouvé encore les gens enfin un peu sévères avec lui. Je trouvais qu'il a fait un très très bon premier round, très très bon en lutte, grappling incroyable. Par contre, comme tu l'as souligné, John, c'est son shootboxing quoi qui doit bosser. Début du deuxième, il plonge dans les jambes à la Kamzat là, tout en profondeur. Et donc il se fait sprawler, il se fatigue. Enfin, pour moi, il doit savoir boxer, il doit savoir menacer debout et trouver ses ouvertures pour les mises au sol. Donc il y a du boulot, mais quand je pense qu'il a juste 18 ans, je me dis si s'il est capable, parce que sur l'âge, c'est bien, hein, on se dit ah, il a 18 ans, il peut devenir incroyable, mais s'il en fait depuis qu'il a 5 ans, ça veut dire qu'il en fait depuis 13 ans. Et peut-être qu'à 28, il en aura marre, il passera à autre chose, hein. Hmm. Donc, mais par contre, si on le voit perdurer jusqu'à 30, 35 ans, ouais. Mais encore une fois, à 18 ans, on peut se dire c'est incroyable, mais ça va vraiment dépendre comment il va prendre en main sa carrière, comment il va la faire évoluer. En tout cas, en lutte et en grappling, il est très, 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 très chaud et je pense qu'il va rester assez longtemps dans la KT. Je pense que on verra, hein. S'il fait toutes les adaptations, ça va être super pour nous. On a un gars qui va arriver dans le top. Si il continue comme il est, je pense qu'il nous proposera des chouettes combats. Ouais, Ouais, clairement. Ouais, ouais.
Ok. C'est un peu le même profil que Mokaev au final, hein. Mhm. Très très bon lutteur, très bon grappleur, parfois une mauvaise gestion de l'énergie, parfois une mauvaise gestion de la stratégie. Ouais. Mais pour moi, Manque de par contre, lucidité par moment aussi. lucidité. Par contre, Ouais. pour moi, Mokaev, il a fait un énorme travail sur son striking et il l'a prouvé. Mhm. Et donc, j'espère, en tout cas, j'attends de voir ça de son côté, quoi. Ouais. Les Ouais. gars, si on n'a plus rien à ajouter, je pense que là, on se rapproche de l'heure, donc on a Ouais, proposé pas mal de contenu. Brian, on va te laisser partir en vacances tranquille. ouais, je prends John, toujours, hein, Je vais aller ouais, c'est un dormir. week-end. en mini-vacances. John, on te laisse t'endormir sur tes tacos. Arrivé Et, sur ce point-là. on souhaite à tout le monde une excellente journée. Merci pour le récap, les gars. C'était très plaisant de me réveiller un dimanche avec vous deux, à distance, hein, certes. Merci pour Mm, mm. l'invitation. Et on s'entend très bientôt. Allez, Merci beaucoup. ciao! À Ciao, bientôt. Ciao, ciao. ciao.